Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 9 février et nous sommes en direct et comme tous les soirs, pendant 60 minutes, nous allons essayer en votre compagnie de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos réactions ainsi que vos questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau sont Monsieur Hicham Zouanet, vous êtes président de la commission emploi et relations sociales à la CGEM. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Monsieur Abdelrahman Rachir, vous êtes sociologue des mouvements sociaux et auteur notamment de l'étude Les mouvements sociaux au Maroc, de l'émeute à la manifestation que vous avez publiée en 2014. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons essayé d'avoir le ministère de l'Emploi et des syndicats, mais vous allez voir, bon, les syndicats ont une excuse et le ministère de l'Emploi a décliné l'invitation. Aujourd'hui même, à Casablanca, se tenait une grande réunion entre tous les grands syndicats, UMT, CDT, GTM et FDT. Objectif, définir une date pour une prochaine grève générale, une date qui devrait être annoncée demain par ailleurs. Une grève, oui, mais selon quelles modalités ? Le projet de loi censé régir le droit de grève n'est en effet toujours pas prêt, bien qu'il ait été promis par le ministère du Travail pour fin 2015 et qu'il en soit question depuis bientôt plus de 50 ans. Devant ce retard, certains ont pris les devants, comme la CGEM, qui a fait part de ses propositions. Alors, pourquoi ce projet de loi tarde? Quel encadrement juridique existe aujourd'hui et quelles sont les conséquences de ce vide juridique? En quoi consistent les propositions de la CGEM? Comment ont-elles été accueillies et peuvent-elles accélérer le processus? Droit de grève, à quand une loi? Ce sera le titre de l'émission de ce soir. Alors, messieurs, c'est vrai qu'on va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas encore de loi qui régisse le droit de grève, sachant que le droit de grève est inscrit dans la Constitution de notre pays et que, comme je le disais, ça fait plus de 50 ans qu'on en parle, c'est que c'est pas nouveau comme sujet et comme débat et qu'on essaiera de comprendre pourquoi ça tarde autant et est-ce qu'aujourd'hui on est à la veille d'avoir enfin une loi qui régit la grève. Mais avant qu'on parle de ce droit de grève, on est, je l'ai bien dit, les syndicats sont aujourd'hui étaient à Casablanca en train de discuter pour annoncer demain une date d'une grève générale. Ça montre que le climat social est tendu en ce moment? Ben oui, il n'y a pas que ce moment. On a vécu une législature où le dialogue social, il était pendant une période de vache maigre. Nous n'avons pas eu le nombre de réunions sur le plan national en termes de dialogue social. Le gouvernement peut-être a essayé d'inviter, mais il a cette technique également. Lorsqu'il est bloqué par des choses, il passe en force. Et c'est ce qui n'a pas beaucoup, je dirais, alimenté le dialogue social pour maintenir un climat social sain. C'est ce qu'on reproche beaucoup à ce gouvernement, ce que les syndicats reprochent beaucoup à ce gouvernement. Manque de dialogue social, manque de concertation. Je vous demanderai ça de la part du patronat, mais je pense que vous avez une autre approche à ce niveau-là. Exactement. C'est le moins qu'on puisse dire que ces 2 dernières années, elles étaient très tendues au niveau des mouvements sociaux. Donc il n'y a pas uniquement les syndicats, et surtout les autres, ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. C'est-à-dire, on a assisté d'abord à un bras de fer entre 2 gouvernements, avec l'arrogance qu'on connaît au chef de gouvernement. D'abord, les gens de Tanger, donc contre le coût élevé des factures d'Amendis, qui a été résorbé d'une manière, si vous voulez, un petit peu hâtive, mais on a réussi au moins à calmer les protestations, qui étaient des protestations, et c'est ça qui fait peur au Maroc, c'est des protestations contagieuses. C'est-à-dire que ça commence à Tanger et ça peut se terminer dans plusieurs villes. Alors là, c'est difficile donc d'encadrer ces gens-là. Surtout, on sait que le syndicat ne sont pas derrière ces protestations. Donc l'encadrement, c'est essentiellement ce qu'on appelle une donc des coordinations où il y a toujours des associations telles la MDH, telles le ATTAC, telles des mouvements islamistes, etc. Donc tout ça s'ajoute et ça devient encore plus difficile de maîtriser ce mouvement. Donc juste après, on a eu les étudiants en médecine, les enseignants stagiaires. Actuellement, c'est encore en cours. Aujourd'hui encore, il y avait une manifestation à Rabat et dans plusieurs villes marocaines, des étudiants, ce qu'on appelle les étudiants stagiaires, ou plutôt les enseignants stagiaires. Là encore, c'est la gestion politique
qui est mis en cause au moins dans les deux derniers mouvements sociaux, c'était une gestion politique relativement hâtive. Et j'ai parlé d'arrogance, il y a de l'arrogance. On a menacé les étudiants stagiaires de suspendre leur manifestation qui a été prévue le dimanche dernier. N'empêche, les manifestants, ils étaient fort nombreux, les étudiants stagiaires, ils ont manifesté malgré l'interdiction, malgré les menaces formulées par le gouvernement. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on va parler de la grève, aujourd'hui tous ces mouvements sociaux, on les a traités très, très largement sur ce plateau, et je pense qu'on continuera à le faire, parce qu'on aura le dénouement justement de tous ces mouvements, mais ça veut dire que avant qu'on arrive à la grève, on a senti une vraie évolution des mouvements sociaux dans le temps, de l'utilisation, que ce soit de la grève ou que ce soit de ce type de mouvement, au fil du temps, pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui est devenu quand même, somme toute, assez banal, et qui correspond à la transition démocratique, finalement, d'avoir recours à la manifestation, à la contestation, à la revendication. Les mouvements sociaux, si on s'attarde sur l'historique des 10 dernières années, je crois qu'on est dans une moyenne de 250 conflits collectifs, oui, au niveau des entreprises, non réglés, parce que oui, l'inspection du travail règle pas mal de grèves avant, et avec un pic en 2011. C'était bien sûr les dommages collatéraux du printemps arabe, avec 484 grèves, et également un pic vers 2005, au lendemain de l'implémentation du Code du travail. Donc, mis à part ça, on est sur une moyenne de 250. Sur le plan civil, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'État encadre le droit de grève. Si vous voulez manifester demain après-demain, si vous voulez sortir dans la rue, ben vous avez besoin de l'aval du gouverneur ou bien du wali. Sur le plan économique, sur le plan professionnel, il y a zéro préalable, aucune condition. Tout le monde peut faire grève à n'importe quel moment. Et j'ai dit tout le monde. CRS, comme a dit Rachel, c'est les coordinations, une association, des syndicats, etc. D'où la proposition de la CGM d'aller vers une canalisation des responsabilités, et qui c'est qui a droit, qui c'est qui est habilité, et on a vraiment dans notre proposition, mais le syndicat comme seul intervenant. Alors, on va y arriver. Là, vous me permettez de faire la transition vers la grève, parce que justement, vous faites le parallèle entre les mouvements sociaux qui sont encadrés, enfin les mouvements, de toute façon, vous l'avez dit, il faut une autorisation, et c'est un certain nombre de préalables qui doivent être, de prérequis qui doivent être remplis afin d'aller dans la rue, d'organiser une manifestation. Par contre, au niveau de la grève, là, il y a un ensemble de choses qui manquent, parce qu'on voit bien que le droit de grève existe, mais il est encadré par aucune loi. Est-ce que vous pensez que le climat actuel, là on parle de grève générale, vous avez fait des propositions, on va y aller en détail, on va revenir aussi sur l'historique de la grève dans notre pays, parce que c'est important. Vous pensez que ça va être un moyen de pression supplémentaire pour que cette loi passe enfin? Moi, j'ai beaucoup de soupçons pour que ça passe. Déjà, on est à la veille des élections. Et le gouvernement ne va pas risquer, parce que ça coûte cher. Le syndicat ou les 4 syndicats, là, ils commencent à vraiment faire pression. Vous me dire que c'est un risque politique. J'allais dire à se radicaliser. Parce que pour lancer la grève générale, ça veut dire que tous les canaux de négociation, de dialogue, ils étaient fermés. Donc la grève, c'est vraiment le dernier recours. Et la grève générale, c'est une grève, bien sûr, par excellence, elle est éminemment politique. La grève, elle est contre un gouvernement, donc la retraite, etc. Et là, la question que vous avez posée, c'est la question qui est intéressante, une question générale. Pourquoi, depuis 1962, la première constitution marocaine, qui garantit la grève, donc il garantit la grève jusqu'à maintenant, la dernière constitution de 2011 également garantit la grève, mieux encore, le Code des libertés publiques de 1958, il garantit et la grève et la manifestation. Bon, la manifestation, ça n'a pas été mise en œuvre jusqu'aux années 90, parce qu'on sait que le système politique, il était ultra répressif, et les syndicats non plus, ils étaient relativement, au niveau de la mobilisation, relativement faibles. Donc les deux paramètres se joignent, et la grève, donc les différentes grèves générales, parce que la première grève, je crois, la première grève générale, ça date des années 81, juste après la création de la CDT, qui a été créée en 78, et en 81, on a lancé la première grève générale, et on sait, dans ces conditions d'un système, comme j'ai dit, d'un système politique, si vous voulez, ultra autoritaire, la grève générale crée une ambiance tendue dans les différentes villes.
Donc déjà avant le lancement de la grève générale, au niveau des représentations officielles, au niveau des représentations sociales, tout le monde s'attendait à des émeutes. Tout le monde, moi je me rappelle, en 1981, on entendait les jeunes dans les coins de rue, demain on va piller tel magasin, demain déjà des scénarios. Du côté de l'État, on a mobilisé la police, on a mobilisé les militaires, donc on a réussi à créer la grève générale, on a réussi à créer cette ambiance tendue dans la ville qui facilite, il favorise donc le déclenchement de l'émeute. Et on a assisté aux émeutes de 1981 dans plusieurs villes, qui a fait énormément de victimes. La répression était atroce. Officiellement, à l'époque, c'était 60 victimes. Selon les partis politiques d'opposition, 600 victimes, ce qui fait que la grève générale ça coûtait trop cher pour les Marocains. À partir des années 90, la grève générale ne crée plus cette ambiance tendue. C'est pour ça que je parle dans le rapport d'un processus de banalisation de la grève générale. La grève générale, ça ne fait pas peur, ça ne crée pas cette ambiance tendue dans la ville. Et ça, c'était, si vous voulez, les préalables de l'émergence de la manifestation, donc l'occupation pacifique de l'espace public. Et je dis toujours que si on a réussi le printemps arabe, c'est grâce en partie à cette tradition donc, de manifestation qui a été instauré depuis les années 90 et essentiellement grâce à un mouvement social qui est important, c'était les diplômés chômeurs. Les diplômés chômeurs, malgré la répression pendant le début des années 90, ils ont réussi à occuper l'espace public et ce pendant, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 mois. Que ça pleuve, qu'on réprime, qu'il fait chaud, etc. Ils étaient là, devant le siège de l'éducation, je me rappelle très bien, devant le siège de l'éducation nationale, en sitting. Et depuis, on a commencé à instaurer, ils ont réussi à instaurer ce moyen d'action, cette tradition donc, de protestation pacifique. Donc la société devient pacifique, contrairement aux années 81, 84, 90, où il y avait des émeutes dans plusieurs villes marocaines. 84, et tout 90. ça est dupliqué, bien sûr, au niveau de l'entreprise, parce que ça, en gros, c'est ce dont on va parler aussi ce soir. Merci en tout cas de nous avoir vraiment retracé. C'est vrai que c'est intéressant de voir sous ce prisme-là, de voir de quelle manière la banalisation, finalement, soit de l'occupation de l'espace public, soit venue, et qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que, vous le dites même dans votre publication, que le Maroc n'a plus peur des grèves, finalement. On n'a plus peur des grèves aujourd'hui. Les grèves, ils sont comme l'antibiotique. Quand on en utilise trop, il n'y a plus d'effet. Et malheureusement, c'est le cas. Et on ne voudrait pas que ce soit ainsi. Il faudrait que ça reste un moyen d'équilibre. Alors justement, pour répondre à votre question, c'est pas sûr. Est-ce que la loi passera ou ne passera pas? D'abord, il y a deux volets. Alors, avant qu'on arrive à ça, parce que je pense que ça sera la dernière question de l'émission. Non, ça passera pas avant qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà comprendre pourquoi. C'est là une question toute simple que tout le monde se pose. Depuis 53 ans, c'est pas nouveau. Depuis 53 ans, plus de 53 ans. Deux générations. Voilà, plus de 53 ans, c'est sur le tapis, c'est dans les tiroirs, et on n'arrive pas à légiférer, à avoir cette loi organique, puisque c'est une loi organique qui doit réduire le droit de grève. Alors tout simplement parce que depuis 53 ans, depuis plus d'un demi-siècle, toutes les constitutions marocaines qui ont précédé celle de 2011 n'ont mis aucun horizon temporel pour fixer la date limite pour déposer une loi organique dans le circuit législatif. Et là, Sa Majesté l'a fait. La seule, c'est la Constitution qui a été proposée par Sa Majesté et votée par tous les Marocains, qui a prévu dans son article 86 que toutes les lois organiques doivent être déposées durant la législature qui a suivi la validation de la Constitution, c'est-à-dire entre 2011 et le 7 octobre 2016. Et là, Sa Majesté a mis de l'emphase dessus lors de son discours de la rentrée parlementaire. Tout à fait. En octobre 2015, Sa Majesté a encore remis une couche pour dire que l'article 86 doit être respecté et que toutes les lois doivent faire l'objet d'un compromis vertueux, d'un compromis entre les différents partis pour qu'elles sortent. Donc on est devant un nouveau texte qui met un délai temporel. Pourquoi ça n'a jamais eu lieu? Tout simplement parce que il n'y a jamais un gouvernement qui a pris l'initiative vraiment de le déposer. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne tape pas sur le gouvernement uniquement. Au début de la législature du gouvernement Boun Kirane,
il y a eu une tentative, vraiment, ils nous ont sollicité au niveau de la CGM avec notre avis sur des principes régissant la loi sur la grève, et on a répondu avec un texte déjà presque en 2012, et on avait senti une volonté de passer cette loi dans le circuit administratif. La pression des syndicats a fait en sorte que ça n'a pas eu lieu. Maintenant, on est vraiment acculé vers un délai temporel qui les oblige. Et bien sûr, quand on a une pression des syndicats qui, pendant un demi-siècle, pouvaient faire grève sans aucune limite, sans aucune condition, eh ben c'est comme si vous allez bloquer tout pour eux. Ils croient, mais ce n'est pas l'esprit du texte. Mais est-ce qu'on n'était pas, pendant plus de 53 ans, dans la politique du consensus à tout prix? Justement, ça, c'est une autre maladie du Maroc. Ça, c'est vraiment une maladie qui est très, très contagieuse, parce que le consensus, ça a été... Parce que qu'est-ce que ça veut dire, le consensus au niveau politique? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun responsable. On se met d'accord, mais on se met d'accord sur un minimum. Donc, personne n'est responsable de telle ou telle idéologie, alors que, en principe, s'il y a une majorité politique, il doit être responsable d'un projet donné et va être... Bien sûr, il va être questionné une fois. Si ça marche, c'est tant mieux pour le gouvernement, sinon il va être interrogé sur le projet. Là, on est toujours dans cette maladie du consensus. On l'a vu pour l'enseignement, on a vu ce que ça a donné. Personne n'est responsable. Les syndicats vous disent, bon, on était d'accord, on n'était pas d'accord sur ça, mais il faut absolument faire un projet ou un plan. Donc on s'est mis d'accord sur ce que j'appelle le SMIC au niveau donc, du projet, au niveau du plan. La grève, donc... je ne sais pas si on va répondre maintenant à pourquoi, justement, pendant 2 générations, aucun gouvernement, il sait que le système politique, il a relativement changé, c'est démocratisé, on a une société civile qui est très dynamique, même si numériquement elle n'est pas très importante, mais elle est très, très médiatisée, il bouge énormément, il peut proposer, etc. On a le CNDH, donc on a une société civile qui bouge, des mouvements sociaux qui bougent en dehors plutôt du syndicat, mais on n'arrive pas à élaborer ce projet de loi sur la grève, donc d'élaborer les modalités, les procédures de cette loi. Moi, je pense, parce que la grève, quand on voit le chiffre que vous avez annoncé, donc que vous avez signalé plus tôt, la grève générale, donc les statistiques du ministère de l'Emploi, ça, je ne sais pas s'il faut leur faire confiance, parce que c'est tellement minime, c'est rarement, j'ai vu les statistiques, j'ai vu l'évolution des différentes données statistiques à propos de la grève, ça dépasse rarement les 400. 400, c'est vraiment le pic, ça tourne autour de 200, comme vous avez dit tout à l'heure, 250, etc. Mais quand on voit un autre indicateur qui est celui de le nombre plutôt des jours perdus à cause de la grève, on est en 2015, les statistiques du ministre de l'Emploi, Abdeslam Sadeghi, on est à 200 000, presque 200 000 jours perdus. Donc, ce qui est énorme pour une économie déjà fragilisée. Donc, peut-être que... 200 000 jours hommes. 200 000 jours perdus. Oui. Donc, où il y avait des grèves, donc des jours, j'allais dire fériés, des jours non travaillés. Donc, je disais que l'une des hypothèses qu'on peut élaborer, c'est la conflictualité n'a pas un coût très élevé au niveau politique. C'est pour cela que les différents gouvernements n'ont pas tellement fait pression sur les syndicats pour justement valider un tel projet. Alors vous dites qu'elle n'a pas un coût politique, mais elle a un coût économique. Et ça, au niveau de l'entreprise, là, on peut voir, on a un chiffre qui est justement mettre un peu le débat dans les chiffres statistiques officiels du ministère de l'Emploi, que le ministre nous a bien voulu envoyé en septembre 2015, c'est-à-dire on a des chiffres sur 9 mois. J'ai essayé d'extrapoler via la règle de 3 pour avoir les chiffres de 12 mois. Donc ce qu'on a reçu comme nombre de grèves collectives, c'est 213 sur 9 mois. Si on l'extrapole, c'est à peu près 284. Comparé à l'année dernière, 254, 12% de plus. Mais là, c'est des prévisions. Il y a une augmentation au niveau des jours perdus. Non, c'est déjà une augmentation de nombre de grèves collectives. Maintenant, on n'a pas qu'une augmentation de nombre de conflits collectifs.
les durées sont plus longues de ces jours. On a reçu, comme a dit Serachar, à peu près 193 000 jours perdus sur 9 mois en 2015, et on extrapole sur 12 mois, c'est 257 000, l'équivalent de plus 25% par rapport à 204 000 en 2014. Est-ce qu'on a une évaluation de ce que ça coûte, de ce que ça coûte à l'économie? Le coût économique, pour un point de croissance, le Maroc, il fait à peu près entre 2 et 4 points. Même cette année, on annonce moins que 2. On est un pays agricole et lorsque ça ne pleut pas, le PIB agricole disparaît et on se retrouve vers des taux de croissance. Un point de croissance, il est à peu près 29, il crée 29 000 emplois. Voilà ce que ça coûte. S'il est 250 000 nombre de jours perdus équivalent à un demi-point, eh ben, c'est à peu près 15 000 pour ce qu'on a. Si c'est l'équivalent de 1 point, on a perdu à peu près 30 000. Voilà le coût économique d'abord pour le pays en termes d'emploi, et voilà le coût économique également en termes de nombre de PIB perdus par les entreprises et par le pays également. Alors, la loi, ce qui encadre le droit de grève. Alors, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui manque. Aujourd'hui, quand la grève est déclenchée, ça se fait sans préavis. Ça peut se faire sans préavis. Après, il y a des pratiques, ça dépend après du niveau de responsabilité, du niveau de dialogue qu'il peut y avoir entre les employés et l'entreprise. Mais aujourd'hui, comment ça se déclenche finalement, pour qu'on puisse aller aujourd'hui vers toutes les propositions que vous avez, parce qu'il y a des points noirs finalement dans la pratique de la grève. On est bien d'accord que la grève est un droit et qu'aujourd'hui, dans la pratique, il y a quand même des points noirs qui nuisent finalement aussi bien aux employés à l'entreprise. Justement, c'est le point, je pense, le plus important qui intéresse essentiellement le patronat. Parce que le patronat, dans son projet, c'est qu'il essaie, dans ce projet de loi qui essaie de réglementer. On va voir, on va y arriver. C'est un lapsus que j'assume. Ouais, parce qu'on n'est pas loin de, on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin du. On voulait des syndicalistes sur plateau, finalement non. C'est dommage. Non mais bon, on les remplace. Allez-y. C'est vraiment dommage. Donc je disais, ils essaient de réglementer cette loi donc de grève générale. C'est essentiellement la grève sauvage qui fait peur au patronat. C'est essentiellement l'occupation, j'allais dire légale, l'occupation des locaux. C'est la violence contre les représentants. Et c'est essentiellement, c'est toujours dans le même article, ce que le patronat appelle la liberté de travailler. Donc vous avez la liberté de faire grève en tant que syndicat, mais ceux qui veulent travailler, qui ne sont pas grévistes, ils doivent avoir cette liberté de travailler. Et ça ne plaît pas beaucoup aux syndicats. Ça, c'est parmi les difficultés ou parmi les problèmes qui existent dans ce dialogue social entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Alors, finalement, là où le bas blesse le plus aujourd'hui dans la pratique de la grève, pour qu'on puisse après comprendre bien sûr toutes les propositions que vous allez proposer et de quelle manière aujourd'hui elles vont être perçues. Le délai de préavis, c'est un faux débat. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, dans ce pays, on n'en a jamais parlé. Ce n'est pas la première fois qu'on réglemente pour la grève. Heureusement pour les syndicats, malheureusement pour les entreprises, le Code du travail de 2004 a déjà intégré un élément très important en lien avec le préavis, c'est que dans son article 16, le Code du travail prévoit que les entreprises n'ont pas le droit de recruter, que ce soit sous forme d'intérim ou autre, des salariés pour contrer une grève. Pour remplacer les jours perdus. À partir de là, le délai de préavis, c'est un non-sujet, même si... Parce que pourquoi les syndicats peuvent avoir peur du délai de préavis? Ils ne veulent pas que les entreprises se préparent, recrutent pour remplacer les grévistes. Or, du moment où il y a un respect de cet article-là, l'article 7 du Code du travail, le délai de préavis est là pour offrir un cadre et un horizon temporel de négociation. Donc, s'il est là, on a prévu dans le texte une dizaine de jours, et je vais vous dire, l'Algérie, ils ont 10 jours. La Tunisie, ils ont 8 jours. L'Espagne, 5 jours. Le Portugal, 4 jours. Je ne me compare même pas avec le Danemark, où il y a 14 jours. Franchement, de quoi parle-t-on? Si on ne veut pas négocier, ça peut créer un problème pour les syndicats. S'ils veulent négocier, 15 jours ne va pas les envoyer au calendrier grec. 10 jours, c'est rapidement, c'est une semaine, un week-end. Et voilà, si le dialogue social n'a pas abouti, il y a toujours un droit de manifester.
Le préavis, vous êtes d'accord avec Sijonnet? C'est un faux débat? Donc le préavis, ça pose aussi problème pour les syndicats parce qu'ils sont contre cette 10 jours avant. Je pense que 10 jours, ça fait beaucoup parce que si on commence à réglementer trop la grève, c'est comme si on lève finalement, c'est ça, je disais tout à l'heure pour le lapsus, ce n'est pas totalement fort. Si on enlève ce moyen de pression qui est entre les mains du syndicat, parce que la raison d'être du syndicat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand la négociation n'est pas aboutie, donc le seul recours qu'il y a, c'est faire grève. Donc si on commence à réglementer, à réduire ce moyen de pression, la raison d'être. Mais le préavis existe partout. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, non mais on n'est pas dans le même contexte, ni social, ni politique, ni culturel, etc. Donc, non, mais je pose la question. Un contrat de travail, un mariage, avant de se séparer, que ce soit un juge matrimonial ou que ce soit dans un contrat de travail, vous ne quittez pas avant d'avoir annoncé. Et tout l'intérêt d'un préavis, ça dépend comment on veut voir le verre, à moitié vide ou bien à moitié plein. Pourquoi on va mettre pression? C'est pour mettre à genoux. C'est pas ça l'esprit. Si on veut régler les choses, donnons au préavis le sens d'un moyen de dialoguer. Et après 10 jours, s'il n'y avait pas cette façon d'encadrer pour ne pas recruter pendant la période de grève, à la limite, je peux dire que le préavis, sa durée, elle est très sensible, importante pour que le patron ne l'utilise pas pour aller recruter pour contrer la grève. Du moment où déjà dans le Code du travail, il y a une forme de réglementation qui arrange beaucoup plus le syndicat, je crois que si on le voit d'un bon esprit, maintenant, il n'y a pas que de bon esprit, de part et d'autre. Et valeur d'aujourd'hui, 10 jours, on a vu par rapport aux droits comparés des autres pays, on n'est pas dans des délais franchement... Et encore, il y a toujours moyen de négocier pour avoir un truc logique, mais qui donne juste le droit d'éviter des grèves, Il y a des boîtes, des fleurons de l'économie marocaine qu'on a perdu à cause d'un délai de préavis qui n'a pas été donné. Vous connaissez Bata, vous connaissez General Tyre, et tout le monde a dans son esprit des milliers de postes qu'on a perdus parce qu'on n'a pas donné le temps au temps pour négocier et éviter la fermeture. Je suis tout à fait d'accord. Quand je parle, je vous dis ce que les syndicats pensent, non pas ce que je pense moi. Donc les syndicats sont relativement unanimes pour les trois points. Ils sont contre ces propositions depuis un moment maintenant. Et surtout, c'est pour cela, j'ai parlé tout à l'heure de l'arrogance du gouvernement et du chef de l'État, parce qu'on n'est plus justement dans cette culture de négociation, dans cette culture de dialogue. On est plutôt, et c'est pour cela, il y a une grève générale peut-être demain, certainement demain, c'est parce que la négociation n'a pas abouti, parce que le dialogue n'a pas donné ses fruits. Là. Quand on voit le projet... La date devrait être annoncée demain, donc on est déjà dans un esprit de préavis. Bien sûr. Bah oui, non, mais on est déjà dans un esprit de préavis. La grève, ça ne sera pas demain, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. De loi sur la retraite, les syndicats n'ont peut-être pas... S'il n'y avait pas de syndicalistes, je crois que je vais le remplacer. Oui, on a bien compris. Oui. mais on est vraiment sur le plan contextuel, sur le plan du contexte, en plein dans le mine. Imagine, au nom de quelle loi, une entreprise de textile qui vivote, est en train vraiment, pour vivre, de se serrer, parce qu'un gouvernement et les syndicats ne se mettent pas d'accord pour parler des sujets, parfois qui les concernent, parfois non, vont subir des retards d'export, parfois même la crainte de certains clients qui n'auront aucun mal à aller fuiner vers l'Inde où ça se passera beaucoup peut-être mieux. Donc c'est exactement ça, c'est que la grève, il n'a pas la définition juridique qu'elle a, mais elle est plutôt, la grève générale, je l'ai dit, elle a une dimension politique. Elle n'a pas une dimension sociale, c'est pas pour défendre les intérêts des salariés ou les conditions de travail, etc. Quand on est dans la grève générale, c'est la grève générale. Alors, et dans toutes les juridictions européennes et maghrébines, on fait la différence entre une grève légale et une grève illégale. Et toutes les grèves d'ordre politique ou bien de solidarité ne doivent pas impacter l'économie d'un chef d'entreprise étant dans les escarcelles. Justement, alors revenons à l'entreprise, parce que là vous étiez en train de parler de la grève générale, venons au niveau de la grève, au niveau de l'entreprise. Alors on a bien parlé de ce point qui est important, qui est le préavis, mais il y a un autre point aussi, qui déclenche les grèves? Qui est habilité à déclencher les grèves au sein des entreprises? Parce que ça c'est une vraie question de savoir aujourd'hui, on parle des syndicats, on a quand même un taux de syndicalisme, vous nous parliez de la force des syndicats, qu'on a de nombreux syndicats,
mais il faut quand même toute proportion garder, on a, d'après les chiffres, allez, à peu près 6% de travailleurs syndiqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très faible lorsqu'on dit dans une grande entreprise qu'une grève est déclenchée. Qui déclenche les grèves? Est-ce que ce sont vraiment les syndicats? Est-ce que ce sont d'autres mouvements au sein de l'entreprise? Et justement, est-ce que ça doit être réglementé? On fait une petite pause et on répond à cette question juste après. Si vous venez de nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre, on parle du droit de grève et on se pose la question de cette Arlésienne, on va l'appeler Désirée, cette loi sur la grève, puisqu'on l'attend, je le rappelle, depuis 53 ans. Et la question est de savoir si on est enfin aujourd'hui à la veille d'une véritable loi organique qui régira le droit de grève. On a parlé du préavis et je vous ai posé la question sur qui déclenche la grève et sur qui a la possibilité de déclencher la grève. Est-ce que la sous-syndicalisation, si on peut l'appeler comme ça, des employés au sein des entreprises, fait que le déclenchement se fait un peu... alors ça se fait de comment, finalement? Alors, avant même de parler de la partie syndicalisation, il y a encore une raison pour réglementer, organiser ce droit de grève, des gens qui n'appartiennent même pas à l'entreprise, syndiqués ou pas, majorité ou pas, peuvent faire grève chez vous parce qu'il y a un vide sidéral en la matière. C'est-à-dire une coordination peut faire grève, on commence à avoir beaucoup de coordination qui commence à toucher l'entreprise, des associations, des syndicats, minoritaires, majoritaires, représentatifs, des délégués, des salariés, etc. Maintenant, devant cette panoplie d'acteurs, il faut au minimum, et dans le cadre toujours des orientations de la présidente de la CGE, Mme Salah, nous a demandé d'être équilibré dans la proposition de loi, et elle est d'accord, et on la présentant devant le conseil d'administration, on met les syndicats comme seuls acteurs habilités à déclencher les grèves. Et ils ont souffert, par exemple, chez la RAM, ils ont souffert, les syndicats, parce qu'il y avait une association forte. Mais alors, voilà. Quand on donne ces chiffres-là, on est quand même très peu syndiqués dans notre pays. Si vous installez une loi comme ça, on peut se poser la question. Je m'explique. Les syndicats et les représentants des salariés, uniquement, et les représentants élus. Et je m'explique. Syndicats, les syndicats, lorsque la boîte est syndiquée, et donc c'est le syndicat plus représentatif, la loi prévoit maximum 2, ceux qui ont plus que 35% des suffrages valablement exprimés. En cas d'absence de syndicat, les délégués de personnes, parce qu'ils ont la légitimité des urnes, et ils sont élus. Et troisième cas, lorsqu'il n'y a ni syndicat, ni délégué, la proposition de loi que nous avons faite au niveau de la CGE prévoit une assemblée, une majorité des 2/3 d'une assemblée des salariés. Ce qu'on appelle un comité. Un comité de grève, tout à fait. Ouais. Alors, je voulais juste votre réaction par rapport à... C'est vrai que la sous-syndicalisation, aujourd'hui, c'est aussi une raison qui doit pousser à légiférer, encadrer. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une grève sauvage, c'est-à-dire une grève pas forcément menée par le syndicat. Quand on a un syndicat, on a des gens qui peuvent encadrer, avec qui on peut dialoguer, on les connaît, etc. Ils peuvent jouer le rôle et galvaniser les masses salariées et en même temps de pacifier. Parce qu'il peut jouer les deux rôles sans pour être forcément du côté du patronat. Donc il peut jouer les deux rôles. Et on a besoin de cet intermédiaire. Et s'il n'y a pas deux syndicats, il n'y a pas de délégués de personnel, bien sûr, la grève il peut se déclencher. Et là, il faut nommer encore des représentants qui ne sont pas, bien sûr, légaux, mais des représentants pris sur le tas. Les gens, soit les gros bras, soit des grandes gueules, soit tout ce que vous voulez, pour parler au nom des salariés et essayer de trouver une solution avec l'entreprise. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, à travers les différentes propositions que vous avez dans ce projet de loi, enfin c'est une proposition de loi, on fera bien la différence avec le projet de loi, de quelle manière sont aujourd'hui impliquées toutes les instances, l'inspection du travail, le ministère du Travail, à partir du moment où on a une grève au sein d'une entreprise? Alors les mécanismes de règlement des conflits collectifs commencent d'abord en interne. Au niveau de l'entreprise, vous avez 3 instances. Les délégués de personnel qui ont été confinés par le Code du travail dans un rôle de traitement des réclamations individuelles, sauf lorsqu'il n'y a pas de syndicat. Les représentants syndicaux qui, eux, ils sont nommés parmi le bureau syndical du syndicat le plus représentatif. Et enfin, le comité d'entreprise qui, lui, traite des questions stratégiques en cas de restructuration ou bien...
Une fois le dialogue est épuisé, ne donne pas de résultat, logiquement, l'une des parties va vers l'inspection de travail pour régler. Si, en cas de défaillance de l'inspection de travail pour régler ce cas-là, la loi, dans son article 553-556, prévoit 2 commissions, une commission locale ou provinciale de conciliation, et si elle ne règle pas, on monte vers ce qu'on appelle la commission nationale de conciliation. Valeur d'aujourd'hui, ces 2 commissions traitent un nombre infime, un taux dérisoire de conflits. Aujourd'hui, il y a très peu de médiations aujourd'hui qui sont faites de manière alors c'est un sujet nouveau, hein. Au niveau de la CGM, on a proposé un projet de loi, et en l'absence de dialogue social tripartite avec le gouvernement, on a eu la chance d'avoir des syndicats à l'écoute, surtout les syndicats les plus représentatifs, et pendant le dernier mandat, on a pu signer des dispositifs de médiation sociale pré-conflit avec les 5 syndicats les plus représentatifs. On commence à régler des conflits. On a besoin d'un arsenal financier pour que les médiateurs soient rémunérés de façon impartiale, pas par le CGM. On est en train, avec un fonds suisse, Peace Nexus, également pour rendre impartial ce volet financement. Mais l'intérêt d'une médiation, c'est qu'elle a un caractère volontariste, et dès qu'elle est traitée à un stade très précoce, elle permet de régler rapidement, parce que c'est des gens au haut du sommet, que ce soit des secrétaires généraux ou bien des adjoints, avec des patrons d'entreprise et également des présidents de commission au niveau de la CGE, qui permet de mettre les 2 parties belligérantes en conflit devant une forme de médiation pour rapprocher les avis, et ça a beaucoup plus d'impact qu'une conciliation. Lorsqu'on convoque un patron d'entreprise par un gouverneur, il n'y a pas de souci, ce n'est pas le problème de convocation, mais lorsque le gouverneur est faible devant le syndicat, ou bien en arrivant à là où il trouve déjà une armée de pression sur ça, ben ça ne donne pas beaucoup de raisons, et les gens boudent ces commissions-là parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'effets. Ils n'ont pas un caractère obligatoire dans les sentences arbitrales. Alors j'ai une réaction de Mohamed sur Facebook qui nous dit « Difficile de parler d'une future loi de grève dans un climat tendu alors que les employés… » Alors bon, c'est bien ce qu'il dit, la réaction de ce téléspectateur, que les employés sont privés de leurs droits sociaux dans la majorité des TPE, des TPI. C'est un peu violent de généraliser, mais en gros, ça me permet de me poser une question que j'allais vous poser. On a eu les exemples, vous les avez cités, mais il y en a beaucoup d'autres, que ce soit dans le textile, que ce soit dans certains secteurs industriels, où des entreprises ont fermé et les employés sont allés jusqu'au bout. Lorsqu'on voit que la grève est utilisée dans le jusqu'au boutisme le plus total, est-ce qu'on peut se poser la question aussi que des employés qui finalement n'ont rien à perdre, il y a des employés qui perdent leur emploi, c'est suite à une grève, ils perdent leur emploi. C'est qu'ils n'ont rien à perdre. On peut se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, faut que ça soit pris en compte, que ce soit les conditions sociales au sein des entreprises, que ce soit les conditions aussi salariales, qui doivent être aussi remises en cause et doivent aller de pair avec la législation du droit de grève? Oui, je crois qu'on a bien distingué pendant ces 30 minutes entre deux choses. La grève au niveau donc de l'entreprise, à l'échelle, si vous voulez, micro, et l'entreprise qui a une dimension, et la grève qui a une dimension politique, et on a parlé de la grève générale ou la grève sectorielle qui a été aussi utilisée. Donc les 2 choses sont séparées. Là, on a un dialogue qui n'aboutit pas et qui est foncièrement politique. Et de l'autre côté, on a donc des entreprises et des salariés, bien sûr, qui essaient de négocier pour trouver des solutions à leur échelon. Donc deux choses complètement différentes. Là, quand on parle de la grève générale, on est vraiment dans le macro, on n'est pas dans une échelle très, très réduite. Mais c'est-à-dire que le moyen de pression que constitue la grève, on peut parler, c'est-à-dire on n'est pas dans un pays comme la France où il y a des allocations chômage, où des salariés peuvent aller jusqu'au bout et se dire que de toute façon ils pourront toucher le chômage pendant un certain temps. Là ici, quand on va jusqu'au bout d'une grève, on perd son emploi, Donc il y a quand même une dimension, je ne sais pas si vous comprenez ma question, c'est qu'en gros, cet exercice du droit de grève, il a cependant qui est, quand on va jusqu'au bout, et on a eu des exemples. Il y a un rôle important d'encadrement de part des syndicats. Parfois, lorsque des bureaux syndicaux ne sont pas encadrés, ne sont pas très bien formés, ils appliquent parfois, et même ce qu'on appelle la politique des terres brûlées, et ils font même des volte-face par rapport à leur centrale syndicale.
C'est des gens qui sont jusqu'au boutistes. Et rien ne justifie qu'une poignée de moins prenne en otage parfois des milliers de salariés. On a vu plusieurs cas. Maintenant, au Maroc, il n'y a pas zéro. La CGM a fait l'effort de financer le dispositif de l'indemnité pour perte d'emploi et de la financer tout seul avec un fonds d'amorçage uniquement du gouvernement de 125 millions de dirhams. Et parmi les charges, donc une personne qui perd son emploi pendant les 6 mois, elle peut avoir l'équivalent. Ce ne sont pas des allocations. Donc c'est un premier filet social, mais il est vraiment dommageable quand on voit des gens jusqu'au boutiste et qui entraînent avec eux des masses. Maintenant, le gars qui a posé la question, il a parlé des TPE, PME. Je crois que, valeur d'aujourd'hui, il y a certaines boîtes qui périclitent et qui parfois ne respectent pas les dispositions légales en matière, notamment le Code du travail. Au niveau de la CGM, on est clair, la présidente est claire. On ne représente pas des gens qui ne respectent pas. Il y a zéro tolérance par rapport au manquement aux dispositions légales. Mais ces gens-là, lorsque vous leur parlez, ils vous disent, dans un marché où il y a plus que le tiers d'économie, de l'informel, on n'est plus dans des petites TPE, il y a même maintenant des usines de plastique, de sandales, etc., qui vous concurrencent et qui échappent à toute loi et qui n'ont pas la charge fiscale que payent les entreprises, qui n'ont pas le coût des charges patronales, sociales, qui sont énormes, qui n'ont pas le coût du fonds, etc. On peut les comprendre, mais rien ne justifie le non-respect du Code du travail par rapport aux entreprises. Alors, il y a une notion dans le droit de grève qu'on connaît bien, c'est le service minimum, qui n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le service minimum, c'est quelque chose que vous avez proposé également dans la proposition? C'est important, ça aussi, puisque vous êtes le porte-parole des syndicats ce soir. Malgré moi. Malgré vous. Malgré vous. Est-ce que c'est quelque chose aussi, parce que si vous ça, c'est en mettez fonction des devant moi secteurs. la CGM, je suis obligé donc de compenser un vide. C'est dommage qu'ils ne sont pas là. Mais la question, pardon. Le service minimum. Le service minimum, comme vous l'avez dit, c'était dans le projet de la CGM. Et c'est aussi, je vais redire l'idée de départ, c'est une manière aussi de serrer le droit de grève. Donc, comme si, je vais répéter ce que j'ai dit dès le départ, c'est une manière de restreindre ce droit de grève. Parce que si vous enlevez, je pense à ceux qui disent au pape, je vais sauter au coq, voilà, d'adopter le préservatif, de ne pas l'interdire. C'est une manière, le fonds de commerce du pape, c'est ça, vous enlevez. Je m'attendais pas à cette comparaison. Vous lui enlevez ça. Mais alors, il y a des métaphores qui m'échappent. Exactement. Donc le fonds de commerce, c'était ça. Un peu space, Oui. mais je vais vous répondre sur ce cas-là. La pire législation et le pire exemple des conflits sociaux, on le connaît, c'est la France. Malheureusement, on a dupliqué pas mal de juridictions et pas mal de législations de la France. Même en France, il y a une législation qui légifère les services minimums. Les services minimums, c'est pas pour restreindre. Allah yahfad, vous avez quelqu'un dans votre famille, dans un hôpital, et il y a une grève générale, où il n'y a pas de quelqu'un qui transporte l'oxygène, ben il va passer de vie. Il y a des secteurs où le service vie à minimum, trépas. Ben c'est ça. Ben c'est tout ce qu'il a dit. Le service minimum, il est nécessaire, mais pour certaines catégories. Les centres hospitaliers, l'énergie, le transport, la santé, les urgences, etc. Ça, c'est sûr. Vous allez vous voir privé de l'eau, de l'électricité, des transports, parce que un syndicat n'est pas d'accord avec un gouvernement. Donc service minimum, c'est le b.a.-ba, c'est les premières briques, les premiers pas d'une civilisation. Non, il y a des secteurs qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux pour protéger le citoyen sur des choses pour lesquelles il n'est pas dedans, entre gouvernement et syndicats. Donc c'est quelque chose qui est pratiquement dans tous les pays déjà admis. Les syndicats même, ils n'ont pas de contraintes à l'accepter. Bien sûr, dès qu'un débat comme ça s'ouvre sur le service minimum, ils vous disent attention à ce qu'on intègre d'autres secteurs qui ne sont pas vitaux, mais bien sûr le débat, le benchmark avec les autres législations permet de cadrer quels sont les services vitaux et essentiels pour lesquels un service minimum est obligatoire. Alors la CGM a parlé, ça je vais vous faire réagir, c'est Rachir, parce que la CGM a parlé de la prérogative du chef du gouvernement d'interdire toute grève en cas de crise nationale. Alors, oui, mais alors c'est quoi une crise nationale? C'est vrai que là, l'interprétation, elle peut être... Si on est à la veille d'une guerre, si on est à la veille d'une crise politique majeure... La sécheresse, c'est une crise nationale? Non, mais on peut parler d'interprétation. C'est ça, exactement. Vous avez enlevé le mot de ma bouche. L'interprétation, c'est ça. Hein.
Et après, c'est le ressort de la jurisprudence. Qu'est-ce qu'on entend par crise majeure? Bon, on pense vraiment crise majeure, c'est le pays il est en danger. Sinon, la sécheresse, c'est pas un danger pour le pays, c'est une catastrophe. Bon, ça c'est votre interprétation. Nous, on voit bien qu'au niveau des lois, parce qu'on en voit passer des lois et on voit très bien que l'interprétation et les mots sont extrêmement importants. Lorsqu'on parle de crise nationale, on sait que dans les assurances, on détermine de manière claire ce que sont les cas de force majeure, etc., catastrophes, état de trucs naturels, etc. Mais là, crise nationale, est-ce qu'il faut aujourd'hui s'attendre à une plus de précision dans la dénomination? Bien sûr, encore Faisal, c'est une des raisons pour organiser, légiférer et réglementer pour ne pas rester. Et croyez-moi, parfois même lorsqu'il y a des textes, et l'interprétation entre les lignes est difficile. Imagine lorsqu'il n'y a pas de texte, et c'est le cas. En cas de crise, on s'est inspiré au niveau de la CGE et d'un travail qui a été fait par ces trois messieurs, qui sont les principes de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, sur le droit de grève. C'est un document qui est accessible sur Internet, tout le monde peut le télécharger, et plusieurs pays adoptent, lorsqu'il y a des crises majeures, surtout des crises sociales, pour qu'on ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Parce que, quand on dit « fitna akthar min al-maut ». Lorsqu'il y a des risques d'émeute, il y a lieu que le chef de gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il ait ce droit discrétionnaire pour dire « pas aujourd'hui ». Pas cette semaine, pas ce mois-ci, peut-être plus tard, il aura un meilleur effet. Si c'est que pour faire dégénérer et même aller vers des émeutes, l'impact pourrait être beaucoup plus grave que la raison, je dirais, à laquelle... Donc là, c'est plus grave parce que là, il s'agit de l'interprétation. Parce que vous parlez d'émeutes, on peut toujours vous dire que la grève générale, ça peut risquer l'émeute, tout en sachant qu'actuellement, j'ai parlé de ça dès le début, on a instauré une tradition de la pacification de l'espace public. Donc, en principe, il n'y a pas d'émeute. Mais on peut toujours sortir, attention, il peut y avoir des dérapages, etc. On peut écrire, en cas d'émeute, on peut détailler, parce qu'il n'y a rien qui garantit qu'il n'y ait pas de dérapage. Rien ne peut garantir. Et on peut le voir même dans des pays très civilisés, comment ça dérape, comment ça... Alors, ça m'évoque essentiellement les gros dangers, c'est la guerre, c'est une crise majeure où le pays va s'arrêter, mais sinon... Mais non, je vous pose la question parce que l'utilisation politique des mots et l'interprétation, on le voit bien à plusieurs reprises, que ça peut changer, c'est pour ça qu'il faut lister même énormément de choses. Alors, dans votre proposition de loi, après vous nous expliquerez comment elle a été conçue finalement, parce qu'on peut se poser la question, vous c'est une proposition, vous êtes une organisation patronale, hein, vous représentez le patronat, après ça va passer dans les tuyaux législatifs, après je vous poserai dans quelques minutes, est-ce que vous pensez vraiment que ça va passer? Mais ils ont des parlementaires maintenant. Oui, bien sûr. Bah oui. Oui. Alors aujourd'hui, les sanctions pénales, parce qu'il y a quand même dans le code pénal, il y a déjà des articles qui concernent l'arrêt du travail ou l'incitation à l'arrêt du travail. Aujourd'hui, vous avez proposé de renforcer toutes ces sanctions au niveau de votre proposition. Alors, pour répondre à votre question, nous avons eu des orientations de la part de la présidente Adam Ben Saleh de proposer une loi très équilibrée. Et très équilibrée entre employeurs et entre salariés et en termes de protection également des citoyens. L'esprit qui a régné... Vous l'avez fait avec les syndicats? Vous, c'est une proposition qui est inhérente au patronat. Valeur d'aujourd'hui, ça fait 53 ans qu'on attend de le faire avec les syndicats. C'est le rôle. Et vous risquez d'attendre longtemps. Le tripartisme en matière sociale au Maroc date du 1er août 1996. On a joué un rôle. Moi, depuis 15 ans, je représente le patronat au niveau du dialogue social à l'échelle nationale. Et il y avait 2 sessions. Une au mois d'avril, l'autre au mois de septembre, en prévision, bien sûr, de la loi de finances. Et il y avait du dialogue. Maintenant qu'il y a un bis-bis entre le gouvernement et les syndicats, on est dommage collatéral, on ne va pas attendre. Et surtout qu'on a la légitimité maintenant parlementaire de faire des propositions de loi, et ce, avec bien sûr la nouvelle constitution de 2011, et on a même tardé en termes de roll-out et d'implémentation, on a eu ce droit qu'en septembre 2015. Maintenant qu'on a ce droit, on s'est inspiré des principes de l'OIT, on s'est inspiré des juridictions actuelles, le Code du travail, pour garder la protection des grévistes, et la protection des grévistes, pour vous montrer le caractère équilibré de notre proposition. Il est interdit de muter, il est interdit de sanctionner, il est interdit de licencier, il est interdit de rétrograder, et il est interdit d'avoir des mesures de représailles pour les grévistes.
Maintenant, il n'y a pas que les grévistes dans toutes les lois, dans toutes les grèves, même en Corée du Nord, il reste 2% à 3% de gens qui n'ont pas fait la grève. Eh ben, il faut qu'il y ait une protection des non-grévistes. Et vu, je dirais, l'effritement un petit peu des poids des syndicats, les non-grévistes, ils sont énormes maintenant. Le taux des grèves, comme a dit Sarachet, l'impact n'est plus parce que c'est comme un antibiotique. Quand on utilise beaucoup, ben, l'effet... Et pour défendre les non-grévistes, on a dit, voilà, les grévistes, ils ont également la liberté de travailler. Et c'est l'une des, je dirais, de la sacralité de la Constitution en termes de liberté de travail et liberté d'entreprendre. Et également, on a dit, voilà, l'employeur, il doit également être protégé en termes de menaces, en termes de violence, en termes d'occupation et en termes surtout d'accès. Donc tout ça, on l'a mis dans un équilibre entre les droits, les protections des grévistes, la protection des non-grévistes, la protection des employeurs et la protection des citoyens avec le service minimum. Voilà l'esprit qui a régné. La concertation aujourd'hui, est-ce qu'elle n'aurait pas dû interpeller aussi la société civile? Je reviens encore sur ce très faible taux de syndicalisation, parce qu'il y a les syndicats, vous avez du mal à vous mettre autour de la table avec les syndicats pour discuter d'une proposition de loi au niveau du droit de grève. Est-ce qu'il ne fallait pas que la société civile, comme dans beaucoup d'autres compartiments, émerge, notamment des employés, des associations d'employés, qui ne soient pas des syndicats, ou des syndicats improvisés finalement, qui ne soient pas officiels, qui concertent, qui apportent leurs propositions. Parce que là, vous avez votre proposition finalement de patron. Oui, non, je vais vous dire. Et également, on a essayé, en absence d'une relation claire et saine entre gouvernement et syndicats, d'inviter les 4 syndicats les plus représentatifs. Et je vais vous surprendre, parmi les 4 syndicats les plus représentatifs au niveau du pays, 2 syndicats, ils sont pour s'asseoir et négocier une loi organique qui réglemente le droit de grève. 2, ils sont formellement fermés, opaques à toute réglementation. Mais ce n'est pas à nous de faire asseoir. Il y a un tripartisme au pays et le gouvernement, il a un rôle de facilitateur de ces réunions tripartites. Malheureusement, le torchon brûle entre gouvernement et syndicats et l'entreprise marocaine se trouve toujours prise en otage par rapport à ce conflit qui dure trop depuis presque 6 ans. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui, d'un point de vue législatif? Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire des propositions de loi. C'est pour ça qu'on a bien fait la différence entre proposition et projet. Ce n'est pas à vous, finalement, de rédiger la loi définitive. Vous avez fait une proposition. Comment c'est accueilli aujourd'hui? Vous étiez au Parlement aujourd'hui, il y a des bruits de couloir, vous discutez quand même. Est-ce que vous avez l'impression... Pardon, et par rapport aussi à la proposition du gouvernement, parce que il y a longtemps qu'il y a une proposition du gouvernement qui n'est pas très loin de ce que vous avez proposé. Valeur d'aujourd'hui, il n'y a aucune proposition de gouvernement. Le gouvernement peut faire des projets de loi, il n'y a valeur d'aujourd'hui aucun projet de loi. On parle de beaucoup de rumeurs. Oui, je vais en dire. J'étais au Parlement tout à l'heure et on a même eu quelques échanges avec un ministre dont je vais taire le nom. Et valeur d'aujourd'hui, ce qu'il y a sur la table dans le circuit législatif... Porte des lunettes? C'est la proposition de loi de la CGE. Très équilibrée. Il est même sujet à négociation, on n'est pas fermé. On veut. Rien n'empêche que n'importe quel groupe parlementaire, pendant cette période-là, jusqu'au 7 octobre, qui est le deadline pour déposer, pour approbation, de déposer une autre proposition. Si c'est un groupe parlementaire relevant d'un syndicat ou d'un parti, les 2 propositions de loi, c'est des propositions et non pas de projets, vont être soumis au gouvernement qui peut choisir qui c'est l'une d'elles qui va soumettre pour négociation. Dernière hypothèse, c'est d'ici le 7 octobre, le gouvernement lui-même, via son ministère de l'Emploi, peut proposer un projet de loi. Et si un projet de loi est proposé en même temps qu'une proposition de loi, c'est le projet de loi qui est retenu pour le gouvernement et la proposition de loi, elle est un petit peu retoquée. Mais au niveau de la CGE, notre ego, il est très petit. Nous n'avons aucune envie qu'on soit tout seul à proposer ça. Notre finalité, c'est qu'une loi organique sur la grève sorte. Notre ego est très petit, il se peut que s'il y a vraiment une volonté, on sera pour défendre un projet de loi de gouvernement. L'essentiel, c'est qu'il y ait un débat sur la table et qu'on sorte avec une loi organique et remplir ce vide sidéral en matière sociale. Et le ministère de l'Emploi dans l'histoire? Le ministère de l'Emploi... Moi, j'ai entendu qu'il y a... C'est ça ce que j'ai dit, le gouvernement... Oui, non mais bon, il y a des rumeurs... On avait des attentes, hein. Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs annoncé qu'il y a un discours royal qui a rappelé à l'ordre le Parlement et le gouvernement pour qu'il y ait un compromis vertueux. Que les gens soient responsables avec des vertus et qu'ils y mettent du compromis
pour faire passer les lois organiques qui sont prévues par la Constitution 2011. Donc, le gouvernement, peut-être, il sera au rendez-vous avec un projet de loi, mais que ce soit une proposition qui va discuter dans les deux chambres, que ce soit un projet de loi, mais c'est vraiment dommage qu'on ait attendu 6 ans, et la dernière année, peut-être les derniers mois, pour faire un projet aussi important pour l'investissement au Maroc, pour les acteurs économiques qui créent de l'emploi. C'est dommage qu'on ait priorisé. On est dans un pays où il y a 2 chambres, un système bicaméralisme, une chambre à 120 conseillers et une chambre de parlement avec 395 parlementaires, en rajoutant un conseil économique et social, tout l'arsenal des institutions juridiques sont là, parlementaires, et on attend plus qu'un demi-siècle pour faire un projet de loi. Franchement, on demande beaucoup à l'investisseur marocain, avec ce vide-là, de continuer à bosser et à mettre son argent au risque de se voir infliger parfois des risques, des grèves sauvages. Alors c'est la chère. Au début, vous nous parliez du coût politique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si cela passe, ça peut avoir un coût politique réellement pour Moi, je pense que ça risque pas de passer. Ils ont d'autres chafouets, surtout maintenant avec la grève générale et les élections qui s'approchent. On est à la veille des élections. C'est dans, je ne sais pas, 6 mois, 7 mois. Donc on ne risque pas de voir cette proposition aboutir. Non, mais si ça passe, vous pensez que ça aura un coût politique, clairement, sur le parti qui représente le gouvernement? Je ne pense pas. Vu le nombre, on en a parlé tout à l'heure, le nombre de grèves déclenchées, c'est vraiment minime. Si on croit les chiffres du ministère de l'Emploi. 200, vous avez parlé pour le 2015, 250 grèves, c'est pas énorme au niveau. Non, que je termine. Soyez à la tête d'une seule entreprise, une journée de grève. Attendez que je termine. J'ai pas encore fini. Donc, c'est pas énorme au niveau donc de la conflictualité politique. Mais on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai insisté dessus, qu'il y a des effets, bien sûr, économiques qui sont très importants. Moi, je pense à la grève qui a été en 2004 de la RAM, qui a coûté, quand les pilotes ils ont fait grève pendant 10 jours, il a coûté 1,5 million de dirhams par jour à la RAM. 1,5 million. Sans parler des effets sur le tourisme à Agadir et Marrakech, etc. Non, les effets là. Mais là, le gouvernement ou le politique, j'allais dire, il ne pense pas à ça, c'est trop exagéré. Mais le coût, on parle du coût politique par rapport, bien sûr, aux élections. Le coût politique, il est minime, sinon il est absent. Attention, donc, juste pour faire la différence entre deux choses. Ne voyez pas une loi qui organise la grève. On parle du coût politique. Ne voyez pas la loi qui organise la grève comme pas attendu. Moi, j'ai été dans une émission télé il y a 2 ans, et le nombre de grèves qui ont concerné les collectivités locales, n'importe quelle personne qui veut légaliser, il doit donner 100 dirhams avec des gens qui se trimballent avec des registres dans tous les cafés. Ils ont trouvé même un meilleur job que les collectivités locales. Tout le ministère de la Justice en grève depuis pas mal de temps. Des gens qui veulent se marier, qui veulent divorcer, qui veulent leurs droits, etc. Et j'ai eu beaucoup de questions et des téléspectateurs, des interventions téléphoniques qui disent qu'ils en ont marre des grèves. Bien sûr, donc, un gouvernement qui défend une loi ou bien qui propose un projet de loi qu'on défendra nous-mêmes, il aura à gagner en termes de popularité toutes les personnes qui se plaignent des grèves sauvages et qui doivent rajouter de leur poche pour avoir leurs droits légaux en matière. Parce qu'on est d'accord qu'on parle de 2 choses différentes. Les effets, bien sûr, les retombées, c'est sûr. Le ministère de la Justice, il y a 3 secteurs, 4 secteurs clés. Le client du ministère de la Justice et le client des collectivités locales, c'est vous, c'est moi, c'est le petit fonctionnaire. Il y a 4 secteurs clés qui partaient en grève et qui ne le font plus. Le ministère de la Justice, c'était relativement spécial avec Ramid, ça a duré énormément de temps. Le ministère, bien sûr, de la Santé, les collectivités locales, quand ils faisaient, à l'époque, avant ce gouvernement, ils faisaient une grève de 72 heures. Donc, on déclenche une grève le jeudi pour avoir le vendredi et le week-end. Bien sûr, là, les gens, ils se mobilisent. Une fois qu'on commence à parler de relever, de faire des relevés sur salaire des grévistes, là, les gens commencent à penser 2 fois avant d'entamer une grève. Et c'est pour cela, le nombre avec ce gouvernement, le nombre de protestations, il a baissé en 2013 et en 2014, mais on n'a pas encore les chiffres de 2015, mais il est actuellement à la hausse, avec des mouvements, parce que les données statistiques, il faut aussi des mouvements qui sont importants.
pas seulement 10 personnes ou une centaine de personnes. On en a parlé dès le début de cette émission, donc des mouvements massifs. Les étudiants ou les enseignants stagiaires, c'est 10 000 personnes et quand ils mobilisent, on mobilise 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Donc c'est Est-ce que énorme. finalement, cette loi, la manière avec laquelle ça a été fait, je demande vraiment parce qu'il nous reste 10 secondes, c'est la fin du consensus? C'est ce qu'il fallait? C'est-à-dire que cette manière volontariste d'arriver avec une proposition de loi, il faut que ça passe au-dessus du consensus? Sans arrogance, sans arrogance. Sans arrogance, On peut mais le faut que faire ça passe sans au-dessus du arrogance. consensus. Est-ce que c'est une loi qui mériterait de briser le consensus? Alors, le consensus... Non mais alors très rapidement, 10 secondes. On a vu parfois les impacts négatifs du consensus. Quand on veut le consensus à tout prix, on arrive avec des délivrables, avec beaucoup d'imperfections, parce qu'on a fait trop plaisir. Si ça doit aboutir toujours à des consensus, certainement, elle donnera les mêmes conséquences. Et mais ben, on est dans un pays où il y a une majorité législative et on n'est pas obligé... En politique, il n'y a pas de d'avoir. consensus. On sera tous d'accord en tout cas qu'il faut rendre l'antenne, puisqu'on est arrivé au bout des 60 minutes. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Médien TV. Vous pouvez prendre la rediffusion à 22h40 si vous avez pris en route. Et on se retrouve demain.